Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Si nous faisons un petit tour d'horizon temporel et culturel, nous pouvons constater que, majoritairement, la notion de clan est très forte. La recherche de symboles, la vénération de totems ou d'ancêtres référents constituaient les bases principales pour la création du nom. Sous la Rome antique, avant de parler de famille, la gens désignait l'ancêtre prestigieux duquel la lignée tenait son origine. Les plus anciennes d'entre elles constituaient la classe des patriciens, issus de ceux qui participèrent à la fondation et à l'expansion des premières années de Rome. La gens des patriciens, de laquelle est tiré le prénom Patrice, formait une sorte de noblesse qui détenait le pouvoir sous la royauté. Les autres composaient la plèbe, à l'intérieur de laquelle se trouvaient d'autres gens qui allaient par la suite devenir aussi puissants et célèbres que les patriciens. Notre notion de famille actuelle n'était autre que les subdivisions au sein de la gens, qui, au fil des années, créaient des groupes de plus en plus importants et qu'il fallait savoir distinguer. Un citoyen romain avait donc le trinomina, c'est-à-dire les trois noms, le nomen, celui de sa gens, un praenomen, un prénom choisi parmi une liste d'à peine 18 propositions et souvent réduit à son initiale, ainsi qu'un cognomen, c'est-à-dire un surnom pour pouvoir le distinguer de tous les membres de sa famille. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, Jules César s'appelait en réalité Caius Julius César. Son prénom était Caius. Julius provenait de Julia, le nom de la gens de laquelle il était issu. Son surnom, César, signifie l'éléphant, et lui a été donné en l'honneur d'un de ses ancêtres qui terrassa l'une de ses bêtes. Il est intéressant de noter ici les 6 familles patriciennes les plus importantes de Rome, car ces noms migreront en prénoms au cours de l'histoire et nous les retrouvons en France aujourd'hui encore. La gens Cornelia, Corneille. La gens Aemilia, Émilie. La gens Fabia, Fabien. La gens Manlia, Manlia. La gens Claudia, Claude. Et la gens Valéria, Valérie. Enfin, il faut savoir que la distinction entre les plébéiens et les praticiens perdra de son importance à partir du milieu du 5e siècle avant Jésus-Christ, où la loi des 12 tables accordera l'égalité civile entre les deux. Le citoyen romain existait, avant toute chose, sous l'égide d'un ancêtre, qui, selon sa renommée et sa situation politique, allait déterminer la position et les privilèges de ses descendants. Comment être digne de ses prédécesseurs ? Ou comment, au contraire, dépasser sa condition et aspirer à une élévation sociale ? S'improviser historien ou devenir féru de généalogie n'a pas seulement pour dessein de reconstituer son arbre familial. L'histoire transgénérationnelle vient raconter notre préhistoire, ce qui s'est joué avant notre venue au monde et ce que nous portons au fond de nous, tel un bagage cellulaire, un legs dont la trace visible s'est incrustée sur nos papiers d'identité. De la même façon qu'il existait peu de noms de famille sous la Rome antique, dans les civilisations où plusieurs familles forment un clan ou une tribu, voire vénèrent un totem, les noms sont peu nombreux. Saviez-vous qu'au nord du Vietnam, on ne comptait en 1930 que 93 noms de famille pour 450 000 habitants et plus de 76 000 familles ? Le nom le plus répandu était Nguyen. Pourquoi ? Parce qu'il évoque la dernière dynastie royale du Vietnam et que les souverains avaient l'habitude de donner leur nom à tous ceux qui étaient à leur service. Ainsi, chaque paysan adoptait, non sans contestation, un nom qui lui était étranger et qui était tout autant synonyme de servitude que de pouvoir. Certaines familles, sous la dynastie des Nguyen, adoptaient ce nom pour avoir une meilleure aura dans la société et dans leur vie professionnelle, tandis que certains descendants de ces empereurs, qui se retrouveront déchus, voudront en changer pour ne pas être reconnus et subir de représailles. On observe le même phénomène en Corée du Sud. En effet, le nom Kim est porté par pas moins de 20% de la population,
en sachant que le pays compte environ 52 millions d'habitants. Les Kim sont suivis de près par les Lee, les Park ou les Choi. Au cours du IVe siècle, dans le royaume de Silla, au sud-ouest de la péninsule coréenne, une famille royale, elle aussi, a choisi le patronyme Kim, qui signifie or en Hangugo, la langue coréenne. Il faudra attendre des centaines d'années pour que ce nom s'étende au-delà des familles aristocratiques, quand une réforme autorisera les roturiers et les esclaves à adopter un nom de famille. Non pas pour qu'ils jouissent d'une identité, non, pour qu'ils puissent devenir imposables. Nombre de marchands ont alors choisi Kim pour s'associer indirectement à la notion de prestige et d'abondance que ce nom renvoyait. Ce nom initialement étranger à la plupart des familles s'est alors imposé et s'est répandu dans tout le pays, le peuple souhaitant dépasser ainsi sa classe sociale d'origine. Il est d'autant plus intéressant de le préciser que les Sud-Coréens se présentent d'abord par leur nom de famille et ne s'appellent jamais entre eux par leur prénom. Pour la plupart, ils incarnent avant tout la place qu'ils occupent dans leur famille. On les désigne donc comme la grande sœur, le père, le petit frère. Quant à leur prénom, les parents puisent la plupart du temps dans le registre de la nature, comme forêt bleue ou encore splendeur d'automne. Des prénoms poétiques et inspirants, certes, mais jamais usités, et qui viennent rappeler de manière inconsciente à l'enfant qu'il n'existe que de façon discrète dans un grand tout. Beaucoup de peuples dits primitifs, d'Australie, d'Amérique ou encore d'Afrique, appartiennent à des clans totémiques. Cela signifie que, pour chaque clan, un gardien symbolique devient l'emblème du groupe et qu'il sera vénéré par tous. Les totems appartiennent majoritairement au monde végétal et animal. Afin de rappeler à chaque membre de la lignée qu'il n'existe pas sans elle, les noms choisis pour eux sont ainsi des parties du groupe et de l'appellation collective. Si un animal comme le poisson est désigné comme animal totem, chez le peuple iroquois par exemple, le poisson remue la queue sera le nom de chaque membre du clan. Le prénom sera une des parties de l'animal. Ainsi chaque enfant ne sera qu'une partie du puzzle de sa lignée. Sortir du clan n'est absolument pas envisageable. Cela constituerait une forme d'amputation mortelle, une errance sans espoir de survie, avec l'outrage ultime d'avoir trahi le gardien totem et de ne plus se placer sous sa protection. Il paraît évident que l'attribution d'un nom ancestral, clanique ou totémique, aura une répercussion familiale et sociale forte pour l'enfant qui le porte. Son nom scelle en quelque sorte un accord tacite d'appartenance à une histoire transgénérationnelle qui s'est diffusée pour s'infuser en lui. Il existe toutefois une exception. Dans la tradition malgache, un nom ne raconte pas l'histoire d'une famille ou d'un clan. Un nom est un récit à lui seul, il narre l'histoire de celui ou celle qui le porte. Quelles ont été les circonstances de la naissance d'un enfant? Quels espoirs ont mis les parents sur leur progéniture? Autant de légendes que de noms à créer. C'est pourquoi il n'est pas rare, dans une famille qui compte 5 enfants, qu'aucun d'entre eux ne porte le même nom. Ici, l'aventure terrestre individuelle prédomine sur le clan. Seules les grandes familles argentées, par souci de transmission de patrimoine et pour faciliter les mariages, la plupart du temps arrangés, conservent un seul et unique nom de famille afin de perpétuer ce dernier. Bien téméraire celui qui se lancerait à tenter de prononcer les noms malgaches qui remportent des concours de longueur linguistique. Le prince Adrian Tsimito Viaminan Drian Deibe, qui a régné au XVIIe siècle, raconte littéralement l'histoire d'un prince qui n'est pas semblable aux autres princes, ou tout du moins qui tentera de ne pas l'être. Le nom le plus répandu à Madagascar est Rakoto Malala. Il signifie « celui qui vient d'une lignée éclairée ». L'envie de la famille est malgré tout de permettre à l'enfant qui arrive au monde de recevoir un petit morceau de culture et d'identité collective. Le nom malgache, au-delà d'une quête personnelle, est une proposition de défi soufflée par les parents et ascendants
rappelant à chacun d'entre nous que nous serons les seuls capitaines de notre véhicule terrestre. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.